Donc, hop. Nous avons exposé les obligations du preneur, dont la principale est celle d'édifier des constructions nouvelles. Venons-en au droit. J'ai mis volontairement entre parenthèses étendues du preneur, c'est-à-dire au droit du quasi-propriétaire, sauf la propriété finalement du sol et des ouvrages existants qui ont été remis dans le cadre du bail à construction. Donc, effectivement, le preneur dispose de droits et réels immobiliers, d'où effectivement, tiens, mais j'en ai pas parlé, mais la nécessité de formaliser le bail sous la forme d'un acte authentique, c'est-à-dire sous forme d'un acte notarié ou sous forme d'un acte administratif authentifié par le maire, mais généralement c'est notarié. Je connais très peu de collectivités qui passent des actes authentiques sous la forme administrative, et avec effectivement un coût et publication au fichier immobilier. Bon, pour rendre opposable, parce que ça donne un quasi-droit propriétaire, le bail à tout tiers. Après, défaut d'authentification à regarder, mais je ne le conseille pas, c'est pas, je dirais, sanctionné par la nullité, je ne le crois pas, ce sera juste une question d'opposabilité au tiers. Une question qui peut être un peu délicate. Donc, je dirais, le preneur dispose de deux types de droits. Il a d'abord des droits réels sur le terrain et l'ouvrage existant, lui permettant de constituer une hypothèque pour garantir le prêt qu'il doit mobiliser pour faire les constructions ou pour garantir autre chose, c'est-à-dire un autre projet immobilier qu'il a ailleurs. Sauf qu'en bail emphytéotique administratif, l'hypothèque ne peut être prise que pour garantir le bon remboursement du prêt affecté à la réalisation du projet prévu dans le bail. Il ne peut pas garantir autre chose. De céder toute ou partie de ses droits, c'est une valeur d'être quasi-propriétaire pendant 30 ans. Sur le premier point, c'est circonscrit à l'opération finalement. Non. Vous pouvez garantir, constituer une hypothèque sur les ouvrages et le terrain objet d'un bail à construction en vue de pouvoir financer un projet situé en Moselle pour la construction d'un atelier. En bail emphytéotique administratif, l'hypothèque ne peut être constituée que pour garantir le prêt qui sera souscrit en vue du financement de l'ouvrage objet du bail. Voilà. On peut céder toute ou partie de ses droits ou les apporter en société, un apport en nature, sans l'agrément d'ailleurs, sauf bail emphytéotique administratif, de consentir des servitudes et bénéficier, en cas d'expropriation, d'une indemnité. Ça, c'est pour le terrain et les ouvrages. Par contre, vous avez un droit temporaire plein et entier, sauf celui de vendre le terrain, sur les constructions réalisées par le preneur. Le preneur a un droit temporaire de totale propriété. Alors, le droit du preneur, c'est céder ses droits. Le preneur peut céder toute ou partie de ses droits ou les apporter en société. Les cessionnaires ou la société sont tenus des mêmes obligations que le cédant, qui en reste garant jusqu'à l'achèvement de l'ensemble des constructions et que le preneur s'est engagé
à édifier en application, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cession, ça ne veut pas dire création d'un nouveau bail. C'est transport du bail chez quelqu'un d'autre, mais on ne touche à rien. Il y a effectivement sous forme d'acte notarié, et on va effectivement notifier l'acte notarié au bailleur initial, mais le bailleur initial ne pourra pas s'y opposer, on va le voir après. Simplement, la seule chose qui est dite, c'est que le preneur initial va être tenu de garantir vis-à-vis du bailleur le cessionnaire, celui qui a bénéficié du transfert, jusqu'à l'achèvement de l'ensemble des constructions. C'est-à-dire une sorte de solidarité, si vous voulez. Si le cessionnaire, le nouveau bénéficiaire du bail, est défaillant dans la réalisation de la construction, le bailleur public pourra aller chercher son premier locataire, en quelque sorte, pour exécuter le bail. Il reste garant jusqu'à l'achèvement. Alors, jurisprudence dite Société Carrefour, qui donne lieu encore à débat, parce que finalement, je dirais, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on va le voir que dans le cadre d'une vente, la collectivité peut s'opposer à la cession du terrain, pendant une certaine durée, tandis que dans le cadre d'un bail à construction, une clause d'agrément. La clause d'agrément, c'est la clause par laquelle le titulaire du bail à construction ne peut céder son bail à construction à un tiers ou l'apporter dans une autre société qu'avec l'accord du bailleur. Cette clause est nulle. Le bail n'est pas nul. C'est simplement la clause d'agrément qui est nulle. Il y a un débat même sur la nullité de la totalité du bail par rapport à cette clause. Donc, ça veut dire quoi? C'est que le bailleur public ne pourra, nonobstant le fait que cette clause soit présente, clause d'agrément dans le bail, s'en prévaloir. Donc, et même pour, j'ai mis une réponse ministérielle de Zimmermann sur le sujet, dans ces conditions, toute clause interdisant au preneur du bail à construction céder toute ou partie de ses droits ou les apporter en société encourrait l'annulation contentieuse, dont il rappelle la jurisprudence Carrefour, la nature de l'activité du preneur, à savoir une mission d'intérêt général, je ne sais pas ce que c'était en l'espèce, n'a en réalité aucune incidence sur cet article du Code dont le caractère d'ordre public prévaut sur toute autre considération, même si effectivement le titulaire, alors il y a toujours l'intérêt général, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, en bail antitotique en tous les cas, mais bail à construction qui porterait sur l'exploitation d'un village d'entreprise où il y a un intérêt général et que la collectivité souhaite finalement avoir un contrôle sur les différents etc., serait vu. Donc ça, je l'ai dit, publié. Le cessionnaire se substitue aux droits et obligations du preneur, sauf avec la garantie pour l'achèvement. Et donc, le paradoxe, c'est que ces clauses sont interdites dans les lois de construction, mais autorisées pour la vente. Les clauses dites antispéculatives, je l'ai remis tout à l'heure, par exemple, la cession, sont autorisées sous la double condition d'une limitation dans le temps et d'une justification pour un intérêt sérieux et légitime. Je vais y revenir après. Donc, effectivement, c'est là où le choix peut être important entre bail à construction et bail emphytéotique administratif. Pourquoi? Parce que, voire vente, parce que les clauses dites antispéculatives sont plus faciles à insérer dans un bail emphytéotique administratif que, effectivement, dans un bail à construction. Alors, généralement, elles sont de trois ordres, les clauses antispéculatives. Il y en a une qu'on a vue qui ne pose pas trop de difficultés, c'est-à-dire que l'obligation de réaliser le projet, respecter le programme et respecter un calendrier. On l'a vu, on peut le pratiquer, que ce soit en vente, en bail emphytéotique, en bail à construction, ou en titre d'occupation, avec les précautions constitutives du droit réel, donc c'est-à-dire bail emphytéotique administratif ou autorisation d'occupation temporaire. Là, forcément sur le domaine public, là,
domaine public ou domaine privé. Alors, ce qui est intéressant également, c'est l'affectation que je disais tout à l'heure, atelier de peinture. On peut le mettre dans une vente, mais dans une durée limitée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le propriétaire, il faut qu'il retrouve l'intégralité de ses droits, et si vous voulez, la difficulté, elle est double. C'est la durée. Bon, généralement, les clauses antispéculatives, ça ne peut pas dépasser 10-12 ans. Et elle est triple même. Et c'est effectivement la sanction. C'est-à-dire, si j'ai vendu mon terrain, l'entreprise ne respecte pas l'affectation, ok, je l'ai vendu pour faire un atelier d'entreprise, puis c'est devenu une discothèque. Quand je prends le caricature, c'est quoi la sanction? Est-ce que c'est des dommages-intérêts? Est-ce que c'est la sanction, la pire du pire, la résolution de la vente? Ok. Extrême gravité, quoi. Le juge, un contrat, c'est un contrat, la loi des parties, et pour mettre en l'air un contrat, il faut vraiment avoir des arguments sérieux. Ok. Donc il y a toujours un débat là-dessus. Généralement, on transforme ça en pénalité. Et puis, vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, la Cour de cassation exige que les clauses antispéculatives puissent reposer sur des motifs sérieux. Donc, généralement, c'est la contrepartie d'une aide. C'est-à-dire, mon terrain vaut 100, mais je vous le vends 80, avec comme contrepartie que vous restiez pendant 10 ans une entreprise, ça reste affecté à une activité de peinture, et que ça emploie 10 ETP. Ça, c'est des motifs. Il faut toujours que ce soit motivé, les clauses antispéculatives. Donc, on peut en mettre dans les ventes, durée limitée, le bail, etc. Et la clause d'agrément, oui, dans une vente, je peux vous interdire de vendre pendant 10 ans, voire de louer, ok, sous peine, pénalité, etc. Et souvent, alors on voit ça pas mal sur les donantes, hein, sur les cahiers des charges de cession, il y a des clauses antispéculatives, notamment pour les pieds d'immeuble, où on souhaite avoir un contrôle sur le type d'activité, qui n'est pas, là aussi je suis caricatural, 10 kebabs ou des banques. Surtout il y en a plus, ou en tout cas, hein, voilà. Hein, mais vous savez que fut un temps, et c'était une problématique sur la métropole, chaque pied d'immeuble devenait un distributeur, quoi, un DAP, quoi, hein, ou une agence de vente. C'est moins le cas. Mais donc, effectivement, elle se justifie par un intérêt général fort. Donc, ces clauses d'agrément, elles ne sont pas possibles en bail emphytéotique, elles ne sont pas possibles en bail à construction. Par contre, elles sont possibles en bail emphytéotique administratif. Donc, pour moi, le débat aujourd'hui, il est clair et net. Hein. C'est bail à construction ou bail emphytéotique administratif. Hein. Alors, que peut faire donc il a le droit de céder, on l'a vu. Il peut exercer une activité, mais dans la limite de la destination. Mais évidemment, le preneur, il n'est pas forcément, je dirais, l'usager du local qu'il va construire. Quand c'est un artisan, je dirais, ça va, quoi. Hein, là, c'est lui qui va être titulaire, ou peut-être une SCI familiale, titulaire du bail à construction, mais qui va après s'ouvrir, qui va consentir, si c'est un commerçant, forcément un bail commercial. Hein? Alors, je disais tout de suite la fin. C'est-à-dire que tous les baux qui vont être, ou tous les contrats qui vont être accordés par le titulaire du bail à construction
vont automatiquement s'éteindre sans indemnité au terme du bail à construction. Alors, quid de la fin anticipée? Généralement, il y a des clauses d'indemnisation, notamment si la fin anticipée est liée à une faute du preneur qui aura mal construit ou mal entretenu l'immeuble. Bon. Donc, il peut consentir des baux commerciaux, il peut consentir des baux de droit commun, bail civil, sauf si c'est un commerçant, parce que dans cette hypothèse-là, si l'entreprise est inscrite au RCS, c'est forcément un bail commercial. Et il peut consentir les ventes en l'état futur d'achèvement. C'est-à-dire que c'est un peu comme le passe foncier. Ah non, c'est encore autre chose, le passe foncier. Je vais revenir tout à l'heure. Pardon. C'est le preneur va consentir à construire, ok, et il va vendre en l'état futur d'achèvement à une entreprise de local. Mais c'est une vente en l'état futur d'achèvement temporaire, puisque au terme du bail à construction, l'immeuble qui aura été fait l'objet de l'UEFA reviendra effectivement à la commune. Alors, j'ai vu qu'il y avait un petit peu de littérature doctrinale sur le sujet. À titre personnel, je n'ai jamais pratiqué. On a évoqué tout à l'heure, effectivement, le fait que, d'ailleurs, postérieurement à l'opération Cœur d'Estuaire, il y a eu un avenant fait au bail à construction, puisque dans le bail initial, il était prévu uniquement ça, que c'était le groupe Prorit qui était titulaire du bail à construction, puisse consentir que des baux commerciaux. Et 3 ou 4 ans après, on a prévu que Prorit, qui était ici, puisse consentir effectivement, pratiquer des VFA. Okay, donc, il construit, le promoteur, et il va vendre en l'état futur d'achèvement. Donc, il va être payé, lui, il ne prend plus le risque locatif, quoi, finalement, puisqu'il va être payé au fur et à mesure de la réalisation des travaux par, finalement, l'acquéreur. Et l'acquéreur qui restituera l'immeuble au terme du bail à construction. Donc, je pense que ça peut avoir un avantage financier pour le promoteur qui n'aime pas porter, lui, les opérations. Il aime bien avoir des droits de construire et se barrer. C'est ça un peu hein, le métier d'un promoteur. C'est dit de façon crue, mais c'est un peu comme ça. Le promoteur, ce qui les font couler, c'est le portage foncier. Quoi, hein. Plus c'est acheté vite, plus c'est réalisé vite, plus c'est vendu vite, plus mieux. C'est la structuration du métier, si vous voulez. Donc, un promoteur qui, lui, parce que si j'enlève ça, il prend le risque locatif pendant toute la durée du bail à construction. Okay, alors, sauf, et en plus, en portage financier, il amortit en fonction de la rentrée des loyers. Là, il fait son amortissement en fonction de la durée de la construction. Donc, il n'a pas de portage financier à faire, si vous voulez. Donc, de ce point de vue-là, d'un point de vue purement économique et financier, ce montage a un avantage, si vous voulez. Alors, la commercialisation de ça, pas de sujet. La commercialisation de ça, faut avoir peut-être de bons arguments, quoi. Je pense que c'est une différence, c'est une optimisation. Alors, il faut peut-être que l'entreprise ait un peu de fonds propres déjà hein, pour faire ça, parce que lui, il n'en a pas, donc c'est sur ça, et qu'effectivement, ça lui revienne moins cher que sur le long terme qu'un bail commercial, quelque part. Une question par rapport à la destination d'un premier bail à construction, parce qu'on finalement, ça, le preneur, c'est un promoteur. Oui, alors. Ben là, forcément. Pour une activité. Je prends mon histoire de Cœur d'Estuaire. C'était uniquement pour recevoir des entreprises éco-construction. C'était la destination du bail à construction. Accueillir des entreprises éco-construction, qui avaient été définies. Hein. C'était pas. Alors, il y avait un certain nombre de critères assez larges, mais c'était ça. C'était une thématique donnée. Étant précisé que. Là, vous n'avez pas
bon, c'est une demande politique, la destination, quoi, finalement. Vous pouvez très bien dire que dans la destination du bail à construction primaire, le premier, là, vous prenez Maca d'ailleurs, il est même primaire, secondaire, tertiaire, c'est de dire que c'est pour accueillir des entreprises basta, là où j'en reviens aux destinations du PLU, quoi, quelque part, quoi, hein, artisanat, services, etc. Donc là, effectivement, dans une hypothèse comme ça, on va raisonner sur un schéma promoteur qui va faire de la commercialisation sous différentes formes, quelque part. Soit on a déjà les utilisateurs finaux, enfin, les acquéreurs finaux, et on peut définir bien la destination, ouais. Soit il faut laisser un peu de mou, être un peu moins précis. Oui, je suis assez d'accord. Mais ce truc, en réfléchissant, j'y pensais ce matin, mais on est plus quasiment dans l'opération d'aménagement, quelque part. C'est quoi? C'est pas une macro-opération d'aménagement, mais à un moment donné, qu'est-ce qui va différencier, hein, si je prends cette partie-là seulement, hein, j'oublie celle-ci. Ça, c'est un aménageur qui fait de la construction. C'est un aménageur, il fait autre chose que de la VRD, etc. Et d'ailleurs, dans un contrat de concession d'aménagement, on peut prévoir la réalisation de bâtis. Il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Après, bon, ce ne seront pas des biens de retour en tant que tel, une fois achevé. La seule différence par rapport à une concession d'aménagement, c'est le preneur va réaliser des constructions, quoi, et pas habituellement que des VRD, que des aménagements. Les immeubles qu'il va commercialiser en VFA feront retour à la collectivité, avec toujours, là encore, des aménagements. On peut très bien avoir une espèce de relation tripartite où l'acquéreur en VFA bénéficie au terme du bail à construction d'une option d'achat, voire d'un pacte de préférence. Ou d'un pacte de préférence, voire d'une option d'achat. Dans ce sens. Qui reste le preneur à bail? C'est-à-dire qu'il y a un promoteur qui réalise une opération d'hôtel d'entreprise ou de village d'artisans sur un lot d'une zone. Lui, vous l'avez bien expliqué, le rôle du promoteur, donc il va construire, il va vendre les bâtiments par lot et ensuite il va se retirer. Alors, il ne se retire pas de ça. Hein. Là, il reste tenu par le bail à construction. N'oubliez pas que ce truc, ça a été conclu pour une durée de 18 ans minimum, quoi. Alors, est-ce que... oui, pardon. Un promoteur, ça ne l'intéresse pas. C'est pas là, parce que, comme vous le dites... non, parce que si vous voulez, lui, non, mais il s'en fout, il aura qu'un loyer à payer. Mais c'est la gestion. Lui, c'est pas tout à fait la même chose, si vous voulez. Il aura un loyer de terrain à payer, grosso modo. Donc, lui, par contre, il aura fait sa marge. Son boulot, lui, sa marge, il l'a fait là, quoi, hein, en construisant et en vendant. Il ne prend pas de risque financier. Votre risque, il est sur le coût de la construction et la location. La location, il l'a pu, puisqu'il a vendu. Et il a touché, je dirais, pourrait avoir exactement le même effet de levier avec un loyer dit capitalisé. C'est-à-dire que je fais un bail commercial avec une durée ferme de 20 ans, ok, et le loyer payable à la livraison. Il peut faire ça. Pas loin, hein. Il peut être 90% du loyer à la livraison. Ça peut être transposé à celle du fonds de capital social aussi. Oui. C'est ça. Oui. Non, mais en fait, actuellement, là, les promoteurs, ils sont en difficulté. Oui. Et nous, ils viennent, on a déjà eu 2, là, qui sont venus nous voir. Alors, c'est sur l'habitat. Pour juste vous dire, en fait, qu'ils sont quand même en intérêt en nous disant « Ah, mais faites donc maintenant des VEA pour parce que financièrement, parce qu'en fait, ça leur permet de faire travailler leurs équipes et de prendre zéro risque financier. Là, il y a quand même le lien contractuel avec le bailleur. Là, le promoteur. Non, mais le promoteur. L'aménageur.
Il est là, le promoteur. Hein. Ouais. Il a toujours le lien avec. Ah, mais le bac, il est là pour. Il est responsable de l'entretien, de la valorisation au même titre. Ah, tout à fait. Donc il a pas zéro risque. Il n'est pas complètement sorti. Il s'appuie quand même sur. Ouais, mais dans la. Alors, je pense que dans. Il renvoie la responsabilité. C'est en transparence, si vous voulez. Hein. C'est le principe de transparence miroir, c'est-à-dire les obligations qui sont là vont être transposées là. Et d'ailleurs, je veux dire, même la taxe foncière, hein, je veux dire, elle est là, mais elle va être refacturée là. Il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Et en cas de fin de bail à construire, le preneur, il y a l'option d'achat. Donc le preneur rachète le foncier qui revend après. Non, mais, alors, s'il y a option d'achat, ce n'est pas une obligation, l'option d'achat. Si la oui, pardon. Autrement, ça peut être le PCI peut signer le bail à construire après avec, ou c'est une cession du bail à construire du preneur vers le syndic, par exemple, qui a géré la copropriété. Le syndic, Il va y avoir une copro là, de toute façon. Donc c'est tout un système. Ah ben oui, c'est une réflexion. Oui, ou effectivement, s'il y a option d'achat, après il y a vente au preneur. Qui revend. Oui. Alors, on peut faire des cessions partielles de bois à construction, quoi. Mais le propos, si vous voulez, oui, il faudrait voir, mais là, au cas par cas, mais ce qu'on pourrait peut-être envisager, c'est qu'une fois qu'il a acheté, ok, il y a les cessions partielles, ça existe, hein, de beau. C'est-à-dire que la partie de l'ouvrage, ce serait peut-être pas con d'ailleurs. La partie du terrain abritant cet ouvrage, okay, on fait une cession partielle du bail à construction du promoteur vers l'acquéreur. Okay. Ça, ça me paraît jouable. C'est compliqué avec les parties communes parce qu'il y a sur un village d'artisans, on va avoir les parties communes et les parties qui sont individualisées. Il y a un règlement. Je suppose que vous allez avoir une ASL ou une AFU ou un truc comme ça, non? Sur un village d'entreprise. Il y aura un syndic qui va s'occuper. Et là, c'est la question, parce que normalement, dans les visions qu'on avait, c'est que le promoteur disparaît complètement. En fait, en tant que, on va dire, preneur du bail, revend en fait les parts de son bail, l'entièreté du bail, en fait, au syndic, ou s'il y a une cession et des lots qui sont bien définis sans partie commune, à chacun des lots. Oui, mais je pense que c'est possible. Il y aura une cession de bail à un moment donné pour qu'il puisse sortir du jeu. Mais il n'y aura pas extinction du bail. Ah oui, il n'y aura pas extinction. Et après, la question, c'est ceux qui vont vouloir revendre leur lot qu'ils ont acheté. Ils construisent 10 lots, on va être simple. Si vous avez une cession de bail à construction, par exemple, au bénéfice de celui-ci. Non, mais au bénéfice du syndic, mais qui regroupe 10 personnes qui ont acheté leur lot. Enfin, 10 entreprises qui ont acheté leur lot. Que ça va être ça, les villages d'entreprises. Oui, mais elles auront quoi comme droit, les entreprises, quoi? C'est pas. Si elles rachètent. Elles achètent un tantième d'une copropriété. Donc il y a des lots privatifs, donc des droits réels sur les lots privatifs. Oui, c'est ça. Dans la vie, oui. D'accord. La SL ne sera, ou la FUL ne sera, une SL, je pense, ne sera propriétaire, pleine propriété, ou simplement gestionnaire que des parties communes. Et après, vous avez des lots privatifs, en quelque sorte, et qui sont assis sur des droits réels issus du bail construction. Donc, vous avez un bail construction qui va à un moment donné se scinder en 10 sessions, en quelque part, avec autant de lots, quoi. Et même lots parties communes, putain. Les lots affectés parties communes, propriété affectée à la SN, ou à la copropriété, et des lots privatifs correspondant à chaque lot, qui seront même cessibles. Mais après, la seule question qui se pose par rapport à quoi, une des questions qui se pose par rapport à cela, c'est de savoir si effectivement il y a d'option d'achat ou pas dedans, quoi. Parce que s'il n'y a pas d'option d'achat, tout revient à la collectivité in fine. Non, sans pas. On va pas essayer d'aggraver pleinement le cas. Mais ça me paraît jouable comme ça. Ça doit être effectivement une bonne interface à faire entre l'ASN, le régime de copro et les droits réels. C'est intéressant. Parce que vous, à la fin, je vois pas de problème. Vous décidez à rester propriétaire. Si. Pour ça, on fait le bail
à un promoteur qui construit le village d'artisans. Les artisans achètent leur lot, mais dans une copropriété quelque part. Et pour nous, le plus facile, c'est cette copropriété qui a le droit au bail et qui paye son bail d'année en année. Oui, alors, oui. Il faudrait voir effectivement comment la SL... oui, parce que vous n'allez pas vous courir après les loyers. Et ça devient une charge, en fait, le bail devient une charge pour les preneurs de lots. Non, mais je comprends bien, parce que les lots privatifs, en vérité, j'ai dit qu'il y avait deux droits aux preneurs. Il y a des droits réels sur le foncier et l'existant, donc il y a la propriété du foncier qu'il faut bien isoler, et la propriété des constructions qu'il faut bien isoler. Donc les constructions réalisées par le promoteur, c'est des lots privatifs, et tout ce qui est effectivement, on va donner le bail à construction à la SL, ou au syndic, si vous voulez, qui, elle, va être redevable vis-à-vis de la collectivité du paiement du bail à construction. C'est ça. Voilà. Et après, il faut organiser la copropriété, mais comme une copropriété, c'est que pour payer ce loyer, il faudra que le syndic appelle auprès de chaque entreprise le montant du loyer à Port-Micaline. Ça semble jouable. Ça se regarde. Pour l'instant, je ne vois pas de point totalement rédhibitoire. Hein? Alors, sur toutes ces questions-là, il faut, bien entendu, travailler avec un notaire autour de la table pour s'assurer de la sécurité de l'opération. Mais c'est intéressant votre commun. Alors, le jardin. dans le même... je me dépêche. Sort des constructions au terme du bail. Plusieurs options. En règle générale, retour gratuit de l'immeuble réalisé par le preneur à la collectivité. Calcul fréquent. Après, il faut mieux attendre 30 ans pour ne pas avoir d'imposition. Et ça, je le dis tout de suite, il y a tout un volet qu'il faut bien maîtriser sur le bail et construction qui ne sera pas abordé aujourd'hui. C'est la fiscalité. Fiscalité du bailleur, fiscalité du preneur. Il y a la limitation domaniale, donc c'est un sujet complexe. Notamment si vous débouclez l'opération avant le terme du bail. Prochain rendez-vous. C'est ça. Ce sera pas moi. Ça peut être un bon fiscaliste parce que c'est des sujets un peu complexes. Alors, pire, il y a effectivement à la faculté du bailleur d'imposer au preneur de remettre le site en état. Dans les OT, on le voit souvent. C'est mon image tout à l'heure, votre immeuble 40 ans, c'est plus une charge qu'autre chose. Ah, mais c'est la démolition avant. Carrément. Autre, ce qu'on appelle l'espace foncier ou le bail à construction à l'envers, c'est-à-dire que maintien de la propriété et des constructions bénéfices du preneur avec transfert de la propriété du terrain au bénéfice du preneur. Alors, on n'est plus dans la logique de conservation, maîtrise foncière. On sort de cela. Hein, on n'était plus là, on a mis un outil parce que l'entreprise n'était pas à même de porter financièrement le foncier, mais un peu comme un crédit bail, là du coup, on s'engage, c'est-à-dire que le bail à construction prévoit déjà la cession du foncier et des immeubles à la collectivité, au preneur, pardon. Alors, ça, c'est prévu dans le bail. Il y a des solutions qui sont un peu, donc c'est de vente ferme ici, des solutions qui sont alternatives au bail à construction dit à l'envers, formalisation parallèlement à l'octroi du bail à construction d'une promesse unilatérale de vente. Alors, promesse unilatérale de vente, ça veut dire que dans mon premier cas, il y a un transfert automatique du terrain au preneur, dans des conditions financières qui restent déterminables, mais qui devront être déterminables. Dans le second cas, le preneur est libre ou pas d'acheter. Okay, mais il a la faculté d'acheter. Okay, soit au terme du bail, soit à des périodes définies en cours d'exécution du bail. Et puis, je dirais, du minima,
dans un bail à construction, vous aurez toujours un pacte dit de préférence ou un droit de préférence dans l'hypothèse où le bailleur public décide de vendre le foncier, propose à des conditions équivalentes de le faire acheter par le preneur. Okay, c'est comme votre locataire dans votre immeuble à usage d'habitation. Pareil. Alors, c'est pas dans le public, hein, autant pour les immeubles à usage d'habitation, oui. Ça, il faut le formaliser contractuellement. Ensuite, donc. Est-ce qu'on peut mettre aussi que si l'activité perdure et que le preneur le souhaite, le contrat peut être reconduit? Liberté contractuelle. Ce qui est interdit, c'est la tacite reconduction. Et on l'évoquait au moment du café. Je veux dire, contractualiser sur une durée de 30 ans, vous pensez bien que c'est un exercice assez difficile. Et qu'à un moment donné, le preneur va être obligé de refaire des investissements qui ne pourront être amortis sur la durée résiduelle. Okay, donc, à ce moment-là, effectivement, renégociation, alors plus ou moins organisée, très bien être prévue dans le bail, une cause dite de revoyure. C'est-à-dire que les parties sont obligées à revoir le bail si dans tel et tel cas. Okay, donc, là, point de rencontre bailleur-preneur, et on peut soit proroger le bail et le modifier par voie d'avenant, soit résilier le bail et en faire un nouveau, avec tout, avoir dans le rétroviseur les problèmes fiscaux, hein, sur les déblocages de baux, etc. Hein. Donc, ça, alors, bien sûr, ce problème pourrait être perturbé par la reconnaissance d'une obligation de mise en concurrence pour l'octroi des baux à construction. C'est-à-dire que, pour ceux qui font de la commande publique, vous savez qu'on peut passer des avenants à un marché public ou un contrat que s'il ne modifie pas substantiellement le contrat initial. Bon, si effectivement j'ai un bail de 20 ans, je remets 20 ans, c'est pas tout à fait la même gueule, quoi. Donc, il faut, je dirais, ma renégociation risque peut-être un jour ou l'autre d'être perturbée par cette obligation de mise en concurrence, etc. Oui. J'ai deux questions sur les loyers, mais ça va y arriver. Comment argumenter, convaincre de l'absence d'indemnité malgré la reprise de la construction en fin de bail pour les derniers preneurs, pardon. Alors, tiens, vous pouvez, Antoine, comment argumenter et convaincre de l'absence d'indemnité malgré la reprise de la construction en fin de bail? Alors, bon, si vous voulez, c'est la logique du bail à construction, c'est-à-dire que moi, je décide de vous donner les droits de quasi-propriétaire sur une longue durée, moyennant un loyer, mais je ne veux pas que le bail devienne à son terme une charge pour moi. C'est vous qui êtes venu me voir, vous souhaitez construire pour votre activité, et je ne vois pas pour quelle raison. Si plus est, vous avez amorti tous vos investissements, pourquoi j'aimerais vous indemniser? Vous saviez que depuis le début, c'était un droit temporaire, limité dans le temps, et donc, etc. Alors, de deux choses l'une, soit, et ça peut se concevoir, c'est au terme du bail, pardon, avant le terme du bail, il est décidé d'un commun accord de réaliser un programme d'investissement supplémentaire qui ne peut être amorti sur la durée résiduelle. Bon. Deux choses l'une, soit la collectivité dit « OK, proroge pour que vous puissiez amortir », pas « OK, parce que moi j'ai besoin peut-être de sites pour faire autre chose au terme initial, en 2055, la discussion ayant lieu en 2053, ou 51, voilà, OK, et de dire, bon, je comprends, j'ai autorisé, et on prévoira par maintenant, que par dérogation au bail initial, je vous indemniserai de la DNC, de la valeur nette comptable des investissements non amortis. C'est de la liberté contractuelle. Okay. Allongement, indemnisation, refus de l'investissement, c'est de la liberté contractuelle. L'intérêt de porter sur
un minimum de 24 ans qui permet de... Oui, mais l'entreprise aura peut-être ouais. une vision plus large, donc c'est mon équation économico-juridico et industrielle. Le loyer. Alors, il y a 3 types de loyers. Alors, tout d'abord, le loyer doit être substantiel, contrairement... le bail à construction est conclu par un prix directoire n'est pas inexistant mais nul pour défaut de cause. Donc, le propos, si vous voulez, c'est que dans l'attractivité des entreprises, on peut faire beaucoup en termes d'aide. Okay, on a vu un arrêt célèbre commune de Fougerolles, du Conseil d'État commune de Fougerolles, où on avait consenti un bail emphytéotique sur 30 ans pour 1 euro symbolique, pour faire venir une entreprise, pour créer de l'emploi. Okay, donc là, vous avez la question de la libéralité, interdiction pour un EPCI ou une commune de faire une libéralité, mais la création d'emplois, la contrepartie, c'est pas une libéralité, c'est faire bien un territoire. 2, vous avez la problématique des aides économiques, okay, donc j'aurais du mal à rentrer dans une case pour arriver à 1 euro, probablement. Okay. Bon, après, voilà. Donc, simplement, bail à construction, contrairement au bail emphytéotique, la Cour de casse vient vous dire qu'il ne faut pas l'euro symbolique, c'est formidable. Donc, 3 types de loyers par du prix du bail, soit le paiement d'un loyer en numéraire, périodique ou non. Vous pouvez très bien prévoir, mais alors vous allez vous dire que l'entreprise, faut vraiment qu'elle veut le terrain et renoncer à être propriétaire, que le loyer soit versé one shot au moment de la signature. Ce qu'on appelle un loyer capitalisé. Okay, je paye par avance 20-25 ans de loyer. Okay, donc mobilisation de la part du promoteur d'une somme d'argent conséquente, etc. Parce que la collectivité a un besoin, pour des raisons budgétaires, a besoin effectivement d'avoir le loyer tout de suite. Ce qui n'est pas possible sur le domaine public, quoi, je le dis tout de suite, sur les AOT, on peut le faire que sur payer d'avance que sur une période de 5 ans. Paiement en nature, remise de construction, en cours de bail. Mon fameux rez-de-chaussée pour mettre ma crèche, etc. Et puis, également, remise des constructions en fin de bail qui peut être pris en considération dans la fixation du loyer. Vous n'avez pas, je ne bénéficie pas d'une option d'achat ou bail à construction à l'envers, et donc j'intègre dans le prix du loyer le fait que la collectivité va devenir propriétaire. Okay. Alors, le loyer en nature peut prendre la forme d'une remise d'immeuble ou de fraction d'immeuble, un bout d'immeuble, à l'achèvement. Alors, naturellement, alerte sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur la loi MOP, etc. Puis, nécessité de constituer une copropriété, même chose que pour le promoteur, parce que là, vous aurez le preneur qui sera propriétaire des constructions, mais comme il m'a remis un ouvrage, j'ai 2 propriétaires sur le même terrain, donc je tombe sous le régime de la copro. Okay. Là, je vous ai dit, hein, c'est un peu ce que je viens de dire sur la MOP, éviter le détournement des règles de la commande publique et de la loi MOP. Donc, la remise d'immeuble va intervenir soit à la livraison, soit au terme du bail. Évidemment, le loyer sera différent si les constructions sont non remises au terme du bail au bailleur. Alors, ensuite, comment ça se passe si il est prévu une partie de la rémunération des loyers par la remise des constructions en temps de bail et qu'il est prorogé? Ça va faire partie de la renégociation du loyer de prolongation. C'est-à-dire qu'effectivement, moi j'avais prévu d'être propriétaire en 2050 de cela et d'avoir des revenus locatifs. Okay. Donc vous me demandez de proroger. Donc je maintiens mon loyer existant avec une surcote parce que je vais perdre des revenus locatifs que j'attendais en 2050. Le genre de débat qu'on peut avoir, hein. C'est un raisonnement parmi d'autres. Il n'y a pas de droit. Alors oui, attention, hein. Contrairement au bail commercial, le titulaire d'un bail à construction n'a pas un droit au renouvellement. Et
il ne reçoit aucune indemnité, sauf si c'est prévu par le contrat. Sur le loyer en numéraire, alors, ce que j'ai dit, peut-être payé en toute ou partie en une seule fois, hein, c'est le fameux loyer capitalisé. Il peut y avoir, rien n'interdit, me semble-t-il, et d'ailleurs, une partie assise sur chiffre d'affaires, notamment si alors de deux choses l'une, soit il est assis sur les revenus locatifs, ce qui était le cas pour les cœurs d'estuaire, c'était 12,50% du revenu locatif. J'ai regardé ce matin, c'est-à-dire que pour RID, quand il est commercialisé, c'est sous forme de baux commerciaux, ces cellules ou ces trucs, ils versaient 12,5% du montant du revenu locatif à la collectivité preneur. Okay, donc, c'est finalement, vous avez un loyer en numéraire, je dirais, variable, puisque ça va dépendre, ça va dépendre du revenu locatif. Alors, je vous ai mis ça, je vais passer un peu vite, quoi. Je ne devrais pas, mais il y a des règles de révision du loyer, mais qui ne sont pas d'ordre public. C'est-à-dire, c'était jugé, c'est dans le Code de la construction et de l'habitation, et effectivement, il y a une obligation de revoir le loyer au minimum au bout de 6 ans. Okay, et notamment, la difficulté, c'est que quand je suis sur le revenu locatif, ben, la difficulté, c'est que je ne vais pas avoir un loyer tout de suite, puisque le revenu locatif ne va être généré qu'une fois l'immeuble livré. Donc, on peut très bien avoir un loyer, je dirais, d'abord, on peut avoir un loyer garanti, okay, un minimum du minimum, et prévoir un loyer au moins symbolique, même ce qu'on appelle dans un bail commercial une franchise de loyer, tant que l'activité n'a pas commencé, le locataire, parce qu'il doit faire ses aménagements, ses machins, ses trucs, on ne lui demande pas de loyer. Mais ça, c'est pas droit, c'est pas d'ordre public. On peut très bien voir, même pendant la période de construction, un loyer minimum qui est versé par le preneur à la collectivité. Donc, vous avez finalement la structuration pourrait être la suivante. Entre la signature du bail et la livraison de l'immeuble, un loyer. Okay. Après la livraison, c'est-à-dire là où il va y avoir des revenus locatifs, X% des revenus locatifs avec un minimum garanti de. Une approche assez simple finalement. Ou carrément, avoir pendant toute la durée du bail, vous savez que ce bail à construction peut générer 2000 m² de surface utile, et on dit que c'est X euros par mois par mètre carré de surface utile. Hein, et avec des clauses de revoyure, cas échéant, etc. Alors, faites gaffe à vos révisions de loyer, ça se prescrit tous les 5 ans. J'ai été sur un dossier hier où c'était pour une histoire de camping, où ils n'avaient jamais appliqué l'indexation. Un petit de plus, ça faisait 20 000 euros quand même. Donc, les conditions de détermination du loyer. Alors, on va dire liberté contractuelle. Vous n'oubliez pas ça, mais il y a quand même quelques garde-fous. Nécessaire consultation des services des domaines. France Domaine devenu direction de l'immobilier de l'État. Pourquoi? Parce que c'est une cession. Cession de droit réel. Et donc, toutes les cessions sont. Alors, sauf si le montant des loyers est inférieur à tel seuil, etc. Alors, j'ai plus le seuil sur la durée du bail. Mais il y a une direction, il y a effectivement. Alors, la direction de l'immobilier de l'État, ça va être un vrai sujet. Autant vous avez des références sur les cessions, autant la direction de l'immobilier de l'État, sur les rendements locatifs, des choses comme ça, vont être un peu plus embêtés. Hein. Donc, grosso modo, est-ce qu'on en a parlé à l'instant tout à l'heure, on va considérer qu'il faut que sur un bail administratif, sur un bail en construction de 30 ans, le loyer versé corresponde finalement à la valeur vénale
prix de cession ou 80% du prix de cession avec une clause d'indexation. Voilà, je ne sais pas trop comment ils vont s'y prendre hein, sur ce sujet. Oui. Alors, ce que je disais à l'instant, je le redis, il y a la liberté contractuelle, mais je dois quand même fixer un loyer aux conditions du marché. À défaut, ça recèle une aide économique. Par contre, les aides économiques sont pas, elles sont pas prohibées. Il faut simplement qu'ils rentrent dans une case. C'est tout. Il faut trouver la bonne case. OK ? Donc, il y a l'exercice de ce qu'on appelle de recompatibilité à faire. Après, bien souvent, moi j'ai travaillé sur des dossiers récemment pour Châteaubriand-Derval pour un sujet qui ne s'est pas fait, mais c'était pour faire venir un artisan, un gros sous-traitant d'une grosse industrie du luxe, que vous connaissez. Quelqu'un de vous connaît, je pense. Châteaubriand, non ? Oui. Donc, on avait, évidemment, parce qu'il y avait des sessions, consulté les services du domaine et les propositions faites par l'entreprise en cause étaient un peu en dessous, mais bon, on arrivait à faire à peu près l'équation, mais il fallait quand même, j'étais en dessous de l'avis des domaines. Okay. Donc là, justifié par des considérations d'intérêt général, mais normalement, ça doit se traduire dans les engagements du bail. Si je vous consens un rabais supérieur à 10%, parce que c'est la tolérance des services des domaines, il faut que j'aille chercher la création d'emplois, développement économique, patati patata, donc il faut que je motive, si vous voulez. Hein. Et puis, le montant du rabais que je vais faire doit être compatible avec la réglementation des aides. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu embêté par cette question, outre le fait que c'est du cas par cas. Généralement, lorsqu'on fait de la cession, c'est facile. Les services du domaine procèdent par terme de comparaison, méthode de comparaison. La difficulté ici, c'est que, effectivement, des loyers de bois construction, j'en ai pas des bases par comparaison, si vous voulez. Hein. Donc, on va prendre effectivement une multitude de critères, probablement la valeur des constructions et du terrain, la valeur des constructions remises au bailleur en fin de bail, et donc la durée du bail, la nature de l'activité, c'est pas tout à fait pareil de consentir un bail à construction à un artisan qui a un gros sous-traitant d'une entreprise de luxe, les éventuelles restrictions apportées par le bailleur, c'est-à-dire qu'un bail aura moins de valeur si la destination est très ciblée par rapport à mon bail à construction en vue d'employer, en vue de locaux construits pour accueillir une activité artisanale sans cibler peinture, métallerie, etc. On a un peu cette notion qu'on trouve dans le domaine public, c'est valorisation des avantages procurés aux bailleurs par le bail, donc, non, aux preneurs par le bail, pardon, c'est pas bailleur. Donc, rareté du foncier, ok, l'importance de l'investissement réalisé par le preneur et la présence ou non d'une option d'achat. C'est-à-dire si effectivement, moi, à l'option d'achat pour contrepartie d'interdire à la collectivité de vendre à un autre. Okay. Donc c'est un petit peu les indemnités d'immobilisation qu'on trouve dans les promesses. Hein, unilatérales de vente. Hein. Donc voilà, je n'ai pas de recette miracle, c'est un travail économique qu'il faut faire. Bon, j'ose pas dire que le juge de paix, mais après, vous avez certains évaluateurs qui aiment bien qu'on arrive vers eux avec un prix, en quelque sorte, une estimation assez justifiée, de mots qu'on fasse un peu de travail à leur place, et ça risque d'être fait pour ce
pour les bois à construction, on n'a pas véritablement de recul. Je regarde juste. Putain. Pardon. Alors, les points de sensibilité sur la calcul du loyer. Alors, c'est lorsqu'il y a une option d'achat. Comment je vais fixer le prix, tout en sachant qu'il va acheter dans 30 ans. Donc, première chose, je peux prendre la valeur vénale, là du coup, et je mets un indice. ICC, ILC, peu importe. OK ? Après, on dit qu'effectivement, la variation de l'indice est là pour refléter l'état de marché. Quoi, hein, bon. Après, il va te dire, oui, mais quel est l'avantage que j'ai? C'est que moi, j'achète un truc, mais je vous ai payé quand même pendant 30 ans un loyer. Bon. Et la formule consistant à dire, Antoine le sait pour un autre dossier, que je déduirai les loyers du prix, ça s'appelle un crédit bail, quelque part. C'est effectivement un prêt. Donc, il y a le problème du monopole bancaire. Donc, c'est un exercice un peu compliqué. Et même lorsqu'il y a, non pas une simple option d'achat, mais lorsque j'ai un bail à construction à l'envers, c'est-à-dire une obligation de vente, une obligation de vente et une obligation d'acheter au terme du bail, quel est le prix? Pour je prends mon portable parce que je l'ai noté, pour l'opération de Cœur d'Estuaire, je vais vous dire ce qu'on avait fait, c'était un petit peu compliqué. Excusez-moi, entretien construction, voilà, prix de vente, voilà. On avait fait, alors c'est le prix d'une somme d'argent, ok, TVA sur marge brut qui sera définie de la manière suivante. La moyenne arithmétique des évaluations de l'ensemble des terrains d'assiette du bail et construction d'une part, et des bâtiments qui seront édifiés par le preneur en cours de bail d'autre part, les dites évaluations devront être établies par 3 experts, un expert désigné par le bailleur, un expert désigné par le preneur, un expert désigné d'un commun accord ou à défaut juge. Les 3 experts devront évaluer l'ensemble des terrains d'assiette du bail d'une part et des immeubles bâtis d'autre part en utilisant 3 méthodes. Une méthode de comparaison, une méthode par revenu, voilà, et par rendement, et une méthode par le coût de remplacement à l'équivalent. Donc, on a réglé quand même quelque chose d'assez sophistiqué. Et sur le prix qui se dégageait, on pratiquait un abattement en fonction de la date à laquelle la vente intervenait. Donc, c'est des sujets un peu complexe dès qu'on rentre soit sur la construction à l'envers, soit avec option d'achat. Même chose. Donc, la construction à l'envers, ce qu'on peut prévoir, c'est qu'on a la compétence locative elle-même, et ce qu'on peut prévoir, c'est un supplément de loyer. La construction à l'envers, c'est le preneur devient automatiquement propriétaire à la fin. C'est un petit peu, il va commencer à payer son foncier au fil de l'eau, mais pas qu'à la fin, contrairement à ce que je viens de vous dire. Et là, il y a un supplément de loyer échelonné qui correspond à l'acquisition du terrain, qu'il aura à terme, une sorte de vente à terme. C'est ça. Donc, vous voyez, le panel des solutions est assez étendu. Simplement, alors, règlement des charges et impôts, je vous l'ai dit, on est dans une logique de loyer triple net, il paye tout. Les taxes et redevances de ville, taxes d'ordure ménagère, la taxe foncière, évidemment les taxes d'urbanisme, taxes d'aménagement, etc., l'impôt foncier, etc., etc. Pour préconclure, j'ai fait ça hier soir, mais voilà comment je prendrai un peu le sujet. Okay. D'abord, bien documenter le terrain. Mais ça, quand vous faites du foncier, vous savez faire. L'inventaire, alors, voir si c'est la traçabilité historique, domaine public, domaine privé. Hein, il y a un peu de boulot autrement. S'il y a des voiries, notamment. Oui. C'est le problème des voiries. Hein. Donc, parce que là, il y a une enquête publique. Hein, enquête publique live, mais il faut
s'assurer des trucs. Combien ça coûtait à la collectivité au départ, ok, bon, études de sondage, etc. Deuxième étape, et c'est là où c'est vraiment, je dirais, une sorte de deuxième point, une étude d'impact, une analyse comparative entre les différentes solutions. Cession, pure et dure, avec ou sans clause antispéculative. 2, bail amphithéotique administratif qui donne du pouvoir aux bailleurs, okay, ou bail à construction, et bail à construction avec ou sans option d'achat. Troisième étape, la valorisation du contrat. Donc, échange sur le projet économique avec le futur opérateur, appréciation des capacités budgétaires du bailleur public et du preneur, possibilité tout le monde d'un loyer capitalisé, notamment. Ça, si on fait un AMI, par exemple, oui, on aura à la fois le programme, ce qui est projeté par le preneur, mais aussi la proposition financière. Tout à fait. Et ça permet, effectivement, si on a 3 candidats, déjà on voit un peu où les différences se jouent. Et après, on fait de la négo. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, ça m'a été posé pour un. Je suis en train de faire un appel à projet où on m'a demandé de mettre 2 options. Soit vous achetez le foncier, et vous me donnez vos conditions, soit je vous consens un bail amphithéotique et vous me donnez vos conditions. Ce qui permet de gérer ça sur l'analyse comparative de l'avantage et l'inconvénient des 2 solutions. Hein? Et je dirais en affichant, parce que peut-être une préférence pour l'une des solutions, je dis plutôt, faites-moi une proposition sur le bail amphithéotique qui est la solution base, ok, et en variante, vous pouvez proposer la cession, quoi, hein, ou inversement. Hein. Financièrement, le bail amphithéotique ou le bail à construction sera moins intéressant. Alors, mais, bon, de toute façon, ce qui va être le juge de paix, c'est la rarification foncière et l'emplacement. Ouais. Avant de savoir si c'est bail à construction ou bail amphithéotique, si l'entreprise veut ce terrain et qu'elle répond vraiment à ses besoins, je dirais la question bail amphithéotique ou bail à construction pourrait être secondaire. Mais si je suis très rationnel, j'ai envie de vous dire, un loyer de bail amphithéotique, normalement, est moins cher qu'un loyer de bail à construction. Bail amphithéotique administratif. Et par rapport à une vente, parce que nous, c'est les arbitrages qu'on va nous demander. On va aller proposer, on va dire, on veut faire un bail à construction ou un bail amphithéotique, peu importe. Et on va nous demander l'impact financier. Et là, en tout cas, là au niveau où nous, on en est, c'est-à-dire que ça fait des notes, pour faire remonter et donner avantage inconvénient de chaque sujet. Et là où moi je trouve qu'on a assez limité en tout cas là-dessus, c'est en termes de revenus pour la collectivité, les avantages et les inconvénients, en tout cas comment classer les différents. On parle de 2 choses différentes parce que la cession, ça va être une entrée d'argent tout de suite. Ouais. Okay. Après, moi j'ai envie de vous dire, si on me demandait de faire l'exercice en blanc, véritablement de façon macro de chez macro, c'est de dire, ok, mon terrain vaut 100, ok, bon, j'estime que ce 100, je vais pouvoir le récupérer sur 30 ans, ok, donc je fais 100 divisé par 30, ça me donne un loyer annuel auquel j'applique auquel je mets 3% d'augmentation par an. Ouais, excusez-moi, je suis juriste, hein, je suis pas, mais j'ai la preuve. C'est surtout dans les cette méthode. Comment vous prendriez la question? Nous, c'est tout le sujet actuellement. Et effectivement, c'est qu'est-ce qu'on préfère avoir une session. Enfin, c'est pas que financier aussi. C'est la stratégie foncière qu'on doit avoir sur certains secteurs à reprendre stratégiques. Voilà, on se pose la question sur un grand foncier au niveau de la ville de Nantes en se disant, ne faut-il pas, si on achète, est-ce qu'on fait des systèmes de baux, mais en s'autorisant aussi à être perdant pour certaines locations, mais être gagnant pour certaines autres opérations, mais en disant qu'on n'a pas une rentrée financière sèche à l'instant T, mais sur le long terme, on a un retour sur investissement avec le fait qu'on gardera ce foncier-là. Après, c'est un coup de poker parce qu'on ne sait pas ce que ce sera dans 30 ou 40 ans le marché. Mais en tout cas, de se dire, on n'obère pas l'avenir. Et c'est tout aussi le sujet qu'on a actuellement sur le renouvellement des zones d'activité.
de se dire oui, il faut accompagner certaines entreprises, lesquelles on va souhaiter accompagner. Et derrière, en fait, dans ces zones d'activité, où est-ce qu'il est intéressant que nous, on fasse ce BEA. Donc, à la fois, c'est corrélé du financier et de la stratégie foncière, la localisation en soi du foncier. Il y a aussi le temps à passer, en fait, parce que du coup, ça a une suite de gestion sur tous les dossiers, que ce soit les loyers ou les renouvellements. C'est pas ce qui est le plus compliqué. Est-ce que, permettez-moi de dire, c'est pas ce qui est le plus compliqué, même par rapport à un bail commercial. Pourquoi? Parce que là, c'est un loyer triple net, si vous voulez. Donc, vous n'avez pas de charge au bailleur, vous n'avez pas de suivi. Alors, je pense qu'il faut surveiller l'état d'entretien, etc., etc. Ça, oui. Mais bon, je pense que le comptable, il est capable d'appeler tous les trimestres un loyer, quoi. Je pense que c'est pas. Même annuel. Pardon? Même annuel. Beaucoup plus simple. Après, le sujet, c'est si on parle vraiment de la matière foncière, c'est que là, désormais, il va falloir aussi qu'on soit pas, qu'on se spécialise aussi pas nous directement, mais que chaque collectivité ait quand même quelqu'un qui assure de la gestion aussi. Parce que tout à l'heure, là, on parlait des BEA et effectivement, le fameux suivi des gros entretiens, petits entretiens. Et là, c'est un réel enjeu que d'avoir ce suivi, parce que là, voilà, on a des BEA avec des bailleurs sociaux. Ils ont 30 ans, maintenant il faut fermer les yeux, mais et en fait justement là dans le renouvellement des nouveaux, c'est bien de dire à date anniversaire, on va faire un tour dans le bâtiment et on demande aux bailleurs, donc au preneur à bail, c'est le bailleur social, de bien nous donner ses factures de petits entretiens et ses prévisions de gros entretiens, parce qu'en fait le risque à terme, c'est que si on ne surveille pas, donc ça revient à ce que vous disiez du sujet de gestion, on se retrouve avec un bâtiment en mauvais état, et voilà, donc c'est vraiment l'enjeu, effectivement, il y a de la gestion à faire, gestion financière assez facile. Par contre, il y a quand même besoin d'une gestion technique. Suivi technique, ouais. Faut être foutif, mais après, c'est aussi un choix de la collectivité. Enfin, ça, c'est une possibilité qui est donnée à une collectivité. Et justement, aujourd'hui, tout le sujet, c'est de savoir quel est le pourcentage que la collectivité va accepter de mobiliser de son budget sur l'effort financier sur 30 ans. Et ça, c'est le débat sur. Alors nous, on arrive à la fin, donc on va conclure. Parce qu'on est en train de réfléchir au bail, enfin même plus que réfléchir, puisque cet après-midi, il y a le conseil communautaire par rapport au bail et construction. On a mis en place une stratégie. Pardon ? On est 13. Oui. On a mis en place une stratégie. Oui, je sais sur quel sujet. Mise en place une stratégie, donc sur les zones stratégiques, zones d'activité stratégique, on va mettre le bail à construction. Oui, on en a 2 sur notre territoire aujourd'hui. Sur les zones d'activité plus périphériques de production, on est sur de la cession, mais il nous en reste très très peu. Et puis autrement, dès qu'on est sur des bâtiments de moins de 500 mètres carrés, on est sur du village entreprise. Initiative promoteur ou initiative de la collectivité. Vous avez commencé à faire le village entreprise là maintenant? Non, on n'a pas commencé parce qu'on va débuter au 1er janvier et par rapport au prix des loyers, nous on est parti du prix de cession, voilà, de nos terrains aujourd'hui, la grille tarifaire que nous avions appliquée, qu'on détermine sur l'ensemble du bail à construire. En fait, vous lissez sur la durée. Et on demande 50% des loyers à la signature du bail à construire. Et 50% minimum. Voilà. Ça nous permet, nous, d'aménager les parcs d'activité aussi, et puis de s'assurer. Et on revoit les loyers revus sur l'indice de la construction tous les ans. Et on voit l'entreprise tous les ans pour voir la santé financière de l'entreprise et puis visiter effectivement les Et après, il n'y a pas de nivellement, c'est une remise en main des locaux. Mais on est sur du 80 ans. 80 ans sur le sujet qu'on connaît là. Ah oui, Oui. Ouais, on est sur. C'est pour ça que c'était intéressant les arguments que vous aviez. Alors après,
encore un truc singulier, mais le bail à construction, bail amphithéotique, c'est peut-être un problème de riche. C'est ce que vous disiez. Parce que le seul auquel j'étais vraiment associé de A à Z sur des, pas sur les grosses opérations, hein, mais deux, on espère, c'était Cordemais. Donc, Cordemais sur la ZAC de la Follaine, ça faisait 58 hectares et 24 hectares. Mais quand vous êtes riche, la seule chose que vous détestez, c'est de vendre. Donc, et parce que c'est effectivement, on n'aime pas se déposséder. J'ai travaillé beaucoup pour la commune des Sables-d'Olonne. Il y avait un maire qui est resté 30 ans, je ne sais pas si vous voyez, il y a des Vendéens. Et Louis Guédon était un maire historique des Sables-d'Olonne, s'est toujours refusé à vendre du foncier communal parce qu'effectivement, ça avait une vraie valeur. Puis raréfication. Donc, le Thalasso, Sables-d'Olonne, c'est un bail amphithéotique. Les casinos, bail amphithéotique. Donc, il y a effectivement, alors je ne sais pas s'ils étaient avant-gardistes ou pas, mais ils avaient en tout cas conscience que le foncier, ça ne se renouvelle pas. Vaut mieux, quand on peut, budgétairement, ne pas s'en déposséder. Mais encore faut-il en avoir les capacités financières. Donc, juste pour cette opération, effectivement, vraiment deux mots et pour conclure, ça vous donnera un exemple assez concret. Donc, c'est une opération qui avait été lancée en 2010, on a fait un concours promoteur, un appel à projet. Okay. Donc, avec de l'eau, c'est Pourrides qui a eu les deux lots. La collectivité avait réalisé les travaux d'aménagement en amont. Hein, donc, c'est elle qui avait fait le rôle d'aménageur en quelque sorte. Donc, elle avait livré du foncier aménagé, c'est-à-dire avec VRV, viabilisé, etc. Donc, il n'y avait plus qu'à construire sur les différents lots. Donc, on a revu toutes les caractéristiques qui ont été reprises dans le bail sur le triplonette, l'entretien, etc. La spécificité, c'est qu'effectivement, ils avaient une destination, alors c'est plutôt promoteur, hein, mon schéma où j'avais le promoteur, une simple destination, il fallait que ce soit des entreprises qui aient une activité dans l'éco-construction qui avait été définie. Il y avait eu un cahier des charges de cession, plutôt de location en quelque sorte, quoi, une construction sur des prescriptions architecturales, avec notamment, bon, c'était l'époque où on faisait beaucoup de photovoltaïque, d'une obligation de faire effectivement, de développer du photovoltaïque. Il y avait deux loyers, un loyer A qui était à 2,85% des loyers que percevait Pourrides, okay, et un loyer B qui était sur la vente d'électricité. Et après, la spécificité de ce bail à construction, c'est qu'il avait été conclu pour une durée de 35 ans. Hein, ça vous donne les purs. Il y avait une possibilité pour Pourrides d'acquérir une obligation. Non, à terme, il y avait une obligation pour Pourrides d'acquérir. Mais pendant le cours d'exécution, il y avait une option d'achat. Donc la collectivité était tenue de vendre au bout de 35 ans, ça c'est sûr, mais Pourrides bénéficiait d'une option d'achat d'acquérir avant. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc Pourrides était obligé d'acheter, mais pouvait acheter par anticipation. Voilà. Donc c'était cette opération, on va dire, elle était bien ficelée juridiquement, mais économiquement, c'était à l'époque où on comptait pas mal sur Notre-Dame-des-Landes. C'est pas si mal ça. Okay. Et donc, il y a eu un rachat de l'une des opérations, une résiliation anticipée pour effectivement la Follaine, celle sur Cordemais et sur Bois de Lénou. Ils ont gardé le promoteur à poursuivre l'opération.